En revanche, la question du melting pot comme mythe à interroger, c'est peut-être lui qui l'a abordé de la façon la plus radicale avec La Porte du Paradis, qui est un film qui est connu essentiellement pour avoir ruiné la United Artists et donc avoir scellé un peu la fin du nouvel Hollywood, qui est le récit d'un fait historique, le massacre de Johnson County, à la fin du 19e, où en gros une poignée de notables ont décidé de l'exécution sommaire d'une collectivité de migrants venus d'Europe de l'Est. Alors c'est un film qui correspond vraiment à la grande remise en question du mythe américain dans les années 70, dans le nouvel Hollywood, mais c'est un film qui dit clairement que le melting pot, il n'y en a pas en fait. La seule chose qu'il y a, c'est le capitalisme, et c'est le capitalisme qui décide. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi dans Le Parrain. C'est quelque chose que Le Parrain dit assez souterrainement, mais de façon très efficace. On verra un extrait tout à l'heure là-dessus. C'est-à-dire que le melting pot, ça ne marche pas en tant que mythe, ça ne marche pas en tant que moteur mythologique. Ce qui marche, c'est le capitalisme. Et le melting pot, ça peut marcher grâce au capitalisme. Le rêve américain, ça marche grâce au capitalisme, mais pas en tant qu'idéologie viable en soi. C'est un peu ce qu'on comprend dans Le Parrain. Et c'est ce que dit, de façon encore plus radicale, Ferrara. Alors, Stallone, pardon, j'allais oublier Stallone. Alors lui, c'est un peu le bon élève de l'intégration italienne. Rocky, c'est vraiment ça. Pour le coup, Rocky, c'est vraiment le cadre on ne peut plus classique du rêve américain façon Hollywood, avec un personnage italo-américain et avec une dimension un peu documentaire qui est intéressante d'ailleurs au début de Rocky sur la vie dans un quartier italo-américain comme ça, avec des séries propres. Et voilà, d'ailleurs, Talia Asher, la sœur de Coppola, joue dans le film. Et par ailleurs, il y a évidemment aussi un héritage très catholique chez Stallone et dans Rocky en particulier. Le film s'ouvre quand même sur une image du Christ en croix au-dessus du ring. Et le parcours de Rocky lui-même, c'est évidemment une passion. C'est la passion et la résurrection. Dans tous les films, c'est toujours ça. C'est-à-dire d'abord l'échec, la souffrance, et puis le moment de la révélation et la résurrection de Rocky sur le ring. Donc c'est toujours une passion christique. Les questions générales qui peut être intéressant de se poser au sujet de ces films, d'abord c'est quelle est justement leur part documentaire, quelle est la vérité sur les Italo-Américains dans ces films. Il y a toujours dans ces films-là des moments purement documentaires. La fameuse fête de San Gennaro, qui est une fête très connue à Little Italy à New York, qu'on retrouve à la fois dans le Parrain 3, si je ne dis pas de bêtises, peut-être même dans le Parrain 2, d'ailleurs dans les parties du père de Vito Corleone. On la retrouve dans Mean Streets, chez Scorsese. Chez Scorsese, comme je vous le disais, donc c'est vraiment une part essentielle des films, cette partie documentaire. Chez Coppola, dans Le Parrain, il y a aussi un peu cette dimension-là. Par exemple, quand on est en Sicile, et là, pour le coup, Coppola se nourrit beaucoup d'anecdotes familiales. Mais il y a aussi quelque chose de purement documentaire dans la façon dont les films se sont faits. Par exemple, quand Coppola prépare Le Parrain, il passe beaucoup de temps à la table des Scorsese. Et la mère de Scorsese lui donne beaucoup de conseils, d'ailleurs, pour Le Parrain. Qu'est-ce qu'on retrouve de cette culture-là? D'abord, tout ce qui relève donc, du folklore, des rites de la tradition, et en premier lieu, les fêtes, les cérémonies. Vous avez vu le début du Parrain. Le Parrain, ça s'ouvre sur un mariage. Ce film-là se termine sur un baptême. Bon, la trilogie est traversée comme ça alors évidemment des enterrements aussi fatalement. Le premier, d'ailleurs, juste avant le baptême, se termine sur un enterrement, l'enterrement du père de Don Corleone. Chez Coppola, dans Le Parrain, c'est cette insistance. C'est un moyen très concret de représenter ce qui intéresse le film, c'est-à-dire la famille, la structure familiale. Donc à chaque fois, évidemment, la famille est réunie dans ces moments de célébration. Et en même temps, la façon dont Coppola s'y intéresse, c'est en gros aussi de dire que ce folklore, ces cérémonies, c'est un paravent. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui se cache derrière. Et la première séquence que vous avez vue du Parrain, vous avez vu, ça n'est que ça. D'ailleurs, la structure des 3 films vraiment fonctionne comme ça. C'est-à-dire cette alternance entre les scènes de groupe, comme ça, très peuplées, et le conciliabule dans la pénombre, c'est-à-dire le secret, le cœur du secret. Le cœur du secret, c'est le cœur du pouvoir, évidemment. Et tous les 3 épisodes du Parrain fonctionnent sur cette alternance-là, c'est-à-dire le foyer du pouvoir et la communauté. Et évidemment, il y a une circulation permanente de l'un à l'autre, c'est-à-dire ce que fait le pouvoir sur la communauté d'une manière générale. Et en même temps, il n'y a pas des rites de passage, il y en a beaucoup dans Le Parrain, et pas seulement les cérémonies, pas seulement les baptêmes, pas seulement les communions, les mariages. Vous n'avez pas vu l'assassinat par Michael Corleone des responsables de... Vous êtes arrêté avant, non? Symboliquement, c'est le baptême, le vrai baptême du personnage de Michael dans le film, qui après d'ailleurs va partir faire ce qui est vraiment une retraite
en Sicile. Enfin voilà, on peut retrouver vraiment dans la chronologie juste de la pègre dans le film, finalement, ce que sont vraiment des rites de passage comme ça. Chez Scorsese, alors c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup moins de cérémonies classiques, entre guillemets, de mariage, de baptême, de choses comme ça. Ce qui prend leur place, en revanche, c'est des scènes de fête, des scènes de camaraderie masculine, évidemment. Et au fond, alors à la fois c'est quelque chose de très différent, mais qui correspond aux préoccupations de Scorsese, qui sont très différentes de celles de Coppola. Et en même temps, il y a un principe en commun, c'est cette idée du faux, cette idée que toute l'énergie de la fête, etc., c'est un masque derrière lequel se cache autre chose. Dans Les Affranchis, par exemple, il y a une scène qui revient souvent, Joe Pesci, qui est vraiment l'archétype du personnage ultra pulsionnel chez Scorsese, se lance dans une espèce de sketch, quasiment un stand-up comme ça, et tous les autres rient à gorge déployée, mais en fait, on voit très vite qu'il y a un malaise, parce qu'on voit que ces gens sont totalement faux. Ils sont faux parce qu'ils sont aussi habités par une peur, parce qu'il est fou allié, le personnage de Joe Pesci, et Ray Liotta se force aussi beaucoup à rire, et on voit que tout ça est de l'ordre d'une pure sociabilité, c'est-à-dire il faut maintenir cette apparence de convivialité et de fête. Alors chez Ferrara, c'est simple, dans nos funérailles, tout le film, c'est une veillée mortuaire. Voilà. Le titre, c'est The Funeral, ça raconte une veillée et un enterrement. Donc on est vraiment noyé dedans, et c'est le sujet du film. C'est vraiment, on habite la mort. C'est l'histoire d'une famille qui habite la mort, qui vit dans le royaume des morts. Ensuite, la nourriture. Alors, la nourriture, le point commun à tous ces films-là, il y en a un très bel exemple dans la partie du film que vous avez vue, c'est qu'elle est toujours liée à la mort, systématiquement. Au sens où les deux sont l'enjeu d'un héritage. La nourriture se transmet comme la mort se transmet. Alors ça, c'est vraiment le sujet du Parrain, pour le coup. Et d'ailleurs, dans ce que vous avez vu, il y a cette très très belle scène de l'assassinat dans un champ. La réplique sublime quand il revient dans la voiture et qu'il lui dit « Leave the gun, take the cannelloni ». Vous voyez, c'est vraiment une circulation entre les deux, entre l'arme et la nourriture. Et qu'est-ce qui se passe juste après ? Juste après, un autre des membres de la famille, enfin de la mafia, voudrait apprendre à Michael à faire les pâtes. Et ça tombe pas à n'importe quel moment dans le film, ça tombe au moment, justement, juste avant le moment où Michael va exécuter sa première victime, en gros. Donc vous voyez, c'est exactement la même chose, au fond. Ça, on le retrouve aussi dans toute la trilogie. Dans le troisième, à la fin, puisque dans les trois épisodes se terminent de la même manière, c'est-à-dire un montage parallèle entre une fête, dans le troisième, c'était un opéra, et l'exécution des chefs concurrents de la mafia. Et vraiment, les trois films sont faits exactement de la même manière. Un des chefs de la mafia est tué par une pâtisserie, préparée par le personnage de Talia Shire. Vous voyez, alors vraiment, la connexion entre la nourriture et la mort est très évidente. Dans Scorsese, alors, la nourriture, c'est le premier motif de l'héritage. Ce qu'il le dit très clairement, c'est un court-métrage qui est son deuxième court-métrage, s'appelle It's Not Just You, Murray, qui est vraiment le prémisse de tous ces films de gangsters. Ça se passe dans les années 20, 30, on passe par la prohibition, etc. C'est très parodique. La première chose qu'on voit dans le film, le personnage de Murray, donc, est à table, sa mère lui prépare à manger, sa mère c'est évidemment Catherine Scorsese, et il explique que la première leçon qu'il a reçue de sa mère, c'est « Eat first », commence par manger. Voilà. Ça c'est la première leçon chez Scorsese, il faut toujours commencer par manger. D'ailleurs, il y a une scène des Affranchis qui est très connue, vous savez, où justement Joe Pesci a tué un type sans raison valable, et il s'agit de se débarrasser du cadavre. Et donc ils le mettent dans le coffre, et en fait ils font une pause chez la mère de Joe Pesci, qui est jouée à nouveau par la mère de Scorsese, et ils font une pause repas, c'est-à-dire voilà, le cadavre est dans le coffre, en fait on apprend après qu'il est encore vivant, mais on mange d'abord, eat first. Sauf que, là aussi, les deux sont liés. Les deux sont liés, pourquoi ? Parce qu'on demande à la mère de Scorsese son couteau de cuisine pour pouvoir aller découper le cadavre ensuite. Voilà. Donc vous voyez, il y a une équivalence absolument parfaite entre les deux. Autre question, autre thème, la religion. Alors là, c'est très différent aussi. Chez Scorsese, voilà, pas besoin de vous faire le tableau si vous avez vu les films de Scorsese, c'est évidemment une question très obsédante. Chez Coppola, dans Le Parrain, la question est de plus en plus présente, en arrivant vers la fin du 2, et alors dans le 3, parce que dans le 3, Michael est quasiment sanctifié par le Vatican, il y a toute une histoire autour du Vatican comme ça dans le film, et puis Michael cherche le rachat, cherche le pardon, Michael se confesse, voilà, donc on est en plein là-dedans. Et même à la fin du premier Parrain, la fin qui est parfaitement sublime, voit d'un côté, donc toujours selon le même principe de montage parallèle, l'exécution sur les ordres de Michael, donc des autres chefs de la mafia, et le baptême où Michael reçoit l'hostie, et évidemment, voilà, c'est le moment de communion, donc où il
explique s'être lavé de tous ses péchés, n'avoir rien à se reprocher, etc. Et ce qui est très beau, évidemment, c'est que le montage contredit absolument ça. Et c'est vraiment l'origine de la damnation de Michael, en fait, qui va vraiment devenir le sujet de la trilogie. En même temps, la religion dans le film de Coppola, c'est seulement un moyen d'exprimer le conflit moral de Michael Corleone. C'est pas vraiment la religion en tant que telle. C'est encore une fois une manière vraiment de figurer son dilemme et ce que ce dilemme va avoir petit à petit en arrivant à la fin d'insupportablement douloureux. La fin, le troisième, c'est vraiment ça. C'est comment il finit par être atteint physiquement par ce conflit moral. Il a du diabète, il s'évanouit en hurlant, et en hurlant le nom de son frère, Fredo, dont il a ordonné la mort à la fin du Parrain 2. Et ce moment-là, c'est vraiment le moment de bascule dans le film et qui ouvre le sujet du Parrain 3, c'est que Michael ne se remettra jamais d'être allé jusque-là, c'est-à-dire poussé par cette logique de la mafia d'avoir tué son propre frère. D'ailleurs, la confession qu'il fait à un curé dans le 3, c'est ça. Il lui dit, j'ai tué il lui dit en larmes. Parrain 3 est très surprenant de ce point de vue. Beaucoup de gens qui l'ont très mal reçu à l'époque, parce que c'est un film qui est très... à l'espèce de froideur opératique des deux autres, celui-ci oppose quelque chose de très intime, presque bouffon d'ailleurs, sur les émotions comme ça. Et Michael en larmes, donc, j'ai tué le fils de ma mère, j'ai tué le fils de ma mère. Il y a une scène où il s'effondre comme ça, où il s'évanouit en hurlant Fredo, Fredo, le nom de son frère. Chez Scorsese, à l'inverse, donc, c'est toujours l'enjeu d'un clivage. La question du catholicisme chez Scorsese, c'est la question de la culpabilité. La sienne, évidemment, qui est vraiment le moteur d'une grande partie de ces films, et donc celle des personnages, qui sont toujours coupables de quelque chose. Et au début, dans les premiers films, dont on verra des extraits, Who's That Knocking at My Door, son premier long-métrage, Mean Streets, la question est posée très frontalement, avec Harvey Keitel, qui va à l'église, qui cherche à se faire pardonner, et qui en même temps est toujours pris dans ce clivage. Ce clivage, c'est celui de Scorsese, c'est celui de l'enfance de Scorsese, c'est-à-dire celle d'un gamin, il l'a raconté souvent, qui grandit avec trois modèles en fait. L'église, il a failli rentrer au séminaire, Scorsese, la mafia. Et il explique que dans les rues où il a grandi, à Little Italy, c'était les deux voies possibles, en gros, soit l'église, soit le milieu. Et une autre voie qui aurait été la sienne, qui est le cinéma, en gros. Et dans cette voie-là, finalement, il va synthétiser les deux autres, disons le résidu des deux autres dans ses souvenirs d'enfance. Chez Ferrara, c'est assez simple là aussi dans nos funérailles, on ne croit plus en Dieu. Alors évidemment, on est dans un milieu très catholique, etc. Mais il y a une très belle discussion avec un prêtre, là aussi, qui leur laisse entendre qu'il n'est pas dupe du fait qu'ils ne croient pas en Dieu. Et de fait, ils auraient du mal à croire en Dieu puisqu'ils sont déjà tous morts. Et que tous, comme je vous disais, appartiennent au royaume des morts. On le verra tout à l'heure. Donc le film de Ferrara, au fond, creuse l'idée de la damnation qui était celle du Parrain. Dans la trilogie du Parrain, petit à petit, on comprend que le vrai enjeu de l'héritage, on va en parler juste après, mais c'est pas seulement le pouvoir au sein de la mafia ou le pouvoir dans la famille. Le vrai enjeu de l'héritage, c'est l'héritage d'une malédiction et même d'une damnation.